Avez-vous déjà remarqué que certaines des personnes les plus calmes, les plus ancrées que vous rencontrez, cheminent souvent seules dans la vie? Elles ne publient rien sur de grands groupes d'amis. Elles ne courent pas après les invitations et ne remplissent pas leur week-end de rassemblements incessants. Et pourtant, il y a quelque chose de magnétique en elles, une confiance tranquille, un sentiment de paix qui semble presque intouchable. Dans le monde d'aujourd'hui, où les comptes sur les réseaux sociaux et les listes d'amis sont devenus des symboles de réussite, la solitude peut passer pour un échec. Nous faisons défiler des flux remplis de visages souriants et nous nous disons peut-être que je rate quelque chose. Mais si nous avions tout regardé sous le mauvais angle, et si être seul ne signifiait pas ne pas être aimé, mais être aligné, il ne s'agit pas de pitié ou de jugement, il s'agit de compréhension, car les personnes qui ont peu ou pas d'amis partagent souvent 5 traits de personnalité extraordinaires, des qualités que la plupart du monde ignore, mais qui révèlent une force et une profondeur de caractère rares. Et lorsque vous commencerez à reconnaître ces traits en vous, vous pourriez bien voir la solitude sous un jour entièrement nouveau. Explorons ces 5 qualités remarquables en commençant par la première, celle qui se trouve au cœur de chaque véritable âme indépendante. Le premier trait, qui définit souvent les personnes qui ont peu d'amis, est l'authenticité. Elles ne se métamorphosent pas pour s'intégrer à des groupes, ni ne prétendent aimer ce que tout le monde aime juste pour appartenir. Elles vivent selon leurs valeurs, même si cela leur coûte en popularité. J'ai rencontré un jour un homme âgé, Richard, dans un petit café du Vermont. Il avait plus de 70 ans et vivait seul après avoir perdu sa femme des années plus tôt. Quand je lui ai demandé s'il se sentait parfois seul, il a souri et m'a dit que les bonnes conversations lui manquaient parfois, mais que faire semblant ne lui manquait pas du tout. Cette réponse m'a marqué. Richard m'a expliqué que pendant la majeure partie de sa vie, il s'était senti obligé de dire oui aux événements familiaux, aux fêtes de bureau, à des gens avec qui il ne se sentait pas vraiment connecté. Mais plus il vieillissait, plus il réalisait qu'être authentique valait plus que d'être apprécié. Quand on est jeune, on pense que l'intégration apporte la sécurité, mais en vieillissant, on réalise que l'honnêteté apporte la paix. Et c'est cela, l'authenticité, la paix avec soi-même. La plupart des gens aujourd'hui se plient constamment à la pression sociale. Ils portent différents masques selon les personnes avec qui ils se trouvent, terrifiés par la désapprobation. Mais les personnes qui ont peu d'amis ont choisi un autre chemin. Elles préfèrent marcher seules dans la vérité plutôt qu'avec une foule bâtie sur une fausse approbation. L'authenticité demande du courage. Il est facile d'être d'accord avec tout le monde, facile de rire à des blagues que l'on ne trouve pas drôles, de se taire quand quelque chose nous semble injuste, ou d'acquiescer simplement pour maintenir la paix. Mais ceux qui valorisent l'authenticité ne peuvent pas faire cela. Ils perdent peut-être de la compagnie, mais ils gagnent le respect de soi. On le voit dans leur façon de s'habiller, de parler, dans les petits détails de leur vie. Leur intérieur reflète leur goût, pas les tendances. Leurs conversations sont honnêtes, parfois directes, mais jamais creuses. Ils ne flattent pas pour gagner de l'affection et n'exagèrent pas pour impressionner. D'une certaine manière, l'authenticité agit comme un filtre. Elle réduit naturellement le nombre de personnes autour de vous, car tout le monde ne peut pas supporter l'honnêteté. Certains s'éloigneront lorsque vous cesserez de faire semblant, mais ce n'est pas une perte, c'est une clarification. Et quand on y pense, certaines des personnes les plus remarquables de l'histoire étaient ainsi.
Pensez à Albert Einstein, qui préférait de l'étude tranquille à la vie sociale, ou à Jane Austen, qui passait le plus clair de son temps à observer la société de l'extérieur plutôt qu'à s'y joindre. Ils ne cherchaient pas l'attention. Ils suivaient ce qui leur semblait vrai. Alors, si jamais vous sentez que vous ne vous intégrez pas au bruit de la vie moderne, souvenez-vous de ceci. L'authenticité ne vous isole pas, elle vous protège. C'est ce qui vous permet de dormir paisiblement la nuit, sachant que vous vivez votre vie et non le scénario de quelqu'un d'autre. Et de l'authenticité naît une autre qualité qui rend la solitude non seulement supportable, mais belle. Le deuxième trait est l'indépendance. Dans un monde accro à la validation, l'indépendance est devenue presque une rébellion. Regardez autour de vous. Les gens ne peuvent même plus se promener sans le publier. Ils ont besoin de likes pour se sentir vus, de messages pour se sentir désirés, d'un contact constant pour se sentir en sécurité. Mais ceux qui peuvent être seuls sans anxiété détiennent une forme de liberté presque sacrée. L'indépendance ne consiste pas seulement à vivre seul ou à prendre ses propres décisions. C'est une stabilité émotionnelle. C'est ne pas avoir besoin des autres pour être complet, mais choisir des personnes qui vous complètent. Prenez l'exemple d'Emma, une femme d'une soixantaine d'années que j'ai interviewée pour un projet de résidence pour seniors. Après sa retraite, elle a réalisé que la plupart de ses amis n'étaient en fait que des collègues. Ils ont cessé d'appeler une fois que le bureau a disparu. Pendant un temps, elle s'est sentie abandonnée jusqu'à ce qu'elle décide de voyager seule. Son premier voyage en solo fut en Écosse. Elle m'a raconté à quel point il était terrifiant de s'asseoir dans un café d'aéroport, à regarder des groupes de voyageurs rire ensemble pendant qu'elle était assise tranquillement avec son thé. Mais au troisième jour de son voyage, quelque chose a changé. Elle a commencé à apprécier sa propre compagnie, choisissant les musées qu'elle voulait visiter, mangeant où elle le souhaitait, se déplaçant à son propre rythme. Pour la première fois de sa vie, elle sentit que son bonheur était entièrement entre ses mains. C'est cela, l'indépendance. Lorsque votre état émotionnel n'est plus l'otage de l'attention ou de l'approbation des autres. Beaucoup de gens remplissent leurs agendas parce qu'ils craignent le silence. Ils ont besoin d'une distraction constante car lorsque tout s'arrête, ils sont forcés de se faire face. Les personnes indépendantes n'ont pas peur de cela. Elles savent que le silence n'est pas le vide. C'est un miroir. Il reflète qui elles sont vraiment et elles ont le courage de regarder. Être indépendant, c'est aussi prendre ses responsabilités. C'est réaliser qu'attendre que quelqu'un d'autre répare votre vie est une perte de temps. Les personnes indépendantes prennent leurs propres décisions, résolvent leurs propres problèmes et acceptent leurs propres erreurs. Elles peuvent tomber, mais elles se relèvent toujours par leurs propres moyens. Et cette force ne les rend pas froides ou détachées. Au contraire, elle les rend capables d'un amour plus profond, car elles ne dépendent pas des autres pour combler leur vide émotionnel. Elles donnent de l'amour librement, non par besoin, mais par abondance. Je me souviens d'une histoire sur un vieux marin qui vivait seul près de la côte. Chaque matin, il se promenait sur la plage, réparant de vieux filets de pêche, sifflotant doucement. Quand on lui a demandé pourquoi il ne s'était jamais remarié après le décès de sa femme, il a répondu qu'il n'était pas seul. Il était plein. Cette sorte de plénitude intérieure, c'est l'indépendance. Et lorsque vous la développez, vous commencez à voir les relations différemment. Vous ne cherchez plus des gens pour vous sauver. Vous cherchez des gens qui grandissent avec vous.
Vous cessez de mendier l'attention et commencez à construire la paix. Et à mesure que cette force intérieure grandit, une autre qualité commence à se former, une qui explique pourquoi certaines personnes gardent leur cercle social restreint, même lorsqu'elles pourraient avoir de nombreux amis. Le troisième trait est la sélectivité. L'une des choses les plus mal comprises à propos des personnes ayant peu d'amis est qu'elles ne sont souvent pas antisociales. Elles sont sélectives. Elles accordent une telle valeur aux liens qu'elles refusent de se contenter de relations superficielles. C'est comme un maître artisan qui traite ses outils, avec soin, délibérément, en prêtant attention à la qualité. Dans les relations, la sélectivité fonctionne de la même manière. Ces personnes ne collectionnent pas les connaissances, elles cultivent les liens. Pour elles, l'amitié n'est pas une question de quantité, mais de résonance. Il ne s'agit pas de savoir combien de personnes viennent à votre anniversaire, mais qui est là quand votre vie s'effondre. J'ai connu une femme nommée Clara qui avait traversé un divorce difficile. Pendant cette période, la plupart de ses soi-disant amis ont disparu. Seules deux personnes sont restées, une voisine qui lui apportait de la soupe de temps en temps et un ancien collègue qui prenait discrètement de ses nouvelles. Des années plus tard, Clara a dit quelque chose qui a défini toute son approche des relations. Elle a cessé de confondre la compagnie et la connexion. Après cela, elle a choisi son cercle avec soin. Elle n'assistait plus à tous les dîners ni ne répondait à tous les messages par obligation. Ses amitiés sont devenues moins nombreuses mais plus fortes, bâties sur l'honnêteté et non sur la commodité. C'est cela, la sélectivité, la sagesse de savoir qui enrichit votre vie et qui ne fait que puiser en elle. Beaucoup de gens entretiennent des amitiés toxiques ou épuisantes simplement par peur d'être seuls. Ils tolèrent les ragots, le manque de respect et les relations à sens unique juste pour éviter ce sentiment de vide. Mais ceux qui comprennent la valeur de la solitude ne font pas ce compromis. Ils préfèrent marcher seuls en paix plutôt que d'être entourés de personnes qui ne les voient pas vraiment. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autoprotection, c'est connaître sa propre valeur. Être sélectif ne signifie pas fermer son cœur, cela signifie l'ouvrir avec prudence. Car une fois que vous avez fait l'expérience de la fausse amitié, vous apprenez à écouter la sincérité. Vous remarquez qui vous demande comment vous allez et qui attend vraiment la réponse. La vérité est que les personnes qui ont peu d'amis ont souvent des instincts plus aiguisés. Elles peuvent sentir quand une connexion est authentique et quand elle est basée sur la commodité ou la manipulation. Cette intuition se développe avec l'expérience, après des années à apprendre que tous ceux qui vous sourient n'ont pas forcément vos meilleurs intérêts à cœur. Elles ne courent plus après l'approbation, car elles ont appris que la paix est plus précieuse que la popularité. Un homme nommé Luis m'a dit un jour quelque chose qui résume parfaitement cela. J'essayais d'être l'ami de tout le monde, jusqu'à ce que je réalise que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ma paix. Après des années de déception, il a décidé de traiter son temps et son attention comme un trésor, quelque chose que l'on donne et non que l'on doit. Et cette mentalité a tout changé. Il a cessé de se sentir épuisé après les rencontres sociales. Il a arrêté de forcer les conversations futiles. Les quelques amitiés qu'il a conservées étaient ancrées dans la loyauté et le respect mutuel. Les gens comme Luis ne ferment pas la porte au monde. Ils le filtrent, simplement. Ils comprennent qu'avoir un ou deux amis sincères, ceux qui écoutent vraiment, qui encouragent la croissance, qui sont présents sans avoir besoin d'invitation, vaut plus qu'une foule qui ne sait que prendre.
Ils traitent leur cercle social comme un jardin, petit, soigneusement entretenu et rempli de personnes qui les aident à s'épanouir. Et en raison de ce profond discernement, ces individus développent souvent une autre qualité, rare et précieuse. L'introspection. Lorsque vous passez plus de temps seul, quelque chose de profond se produit. Vous commencez à vous tourner vers l'intérieur. Vous explorez le paysage de votre propre esprit, vos souvenirs, vos erreurs, vos émotions, vos valeurs. Vous apprenez à vous comprendre d'une manière que beaucoup de gens n'atteignent jamais, car ils sont trop occupés à fuir leurs propres pensées. L'introspection n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de l'isolement, c'est de la conscience. C'est comme s'asseoir tranquillement au bord d'un lac et réaliser que l'immobilité vous permet enfin de voir votre reflet avec clarté. J'ai rencontré une professeure à la retraite, Hélène, qui vivait seule dans un petit cottage rempli de livres et de journaux. Chaque matin, elle s'asseyait près de sa fenêtre avec une tasse de thé et écrivait des réflexions sur sa journée précédente. Quand je lui ai demandé pourquoi elle faisait cela, elle a répondu: Cela m'aide à suivre la personne que je deviens. Elle a expliqué que nous supposons souvent rester les mêmes avec le temps, mais ce n'est pas le cas. Nous évoluons. Et si nous ne nous arrêtons pas pour regarder à l'intérieur, nous pourrions ne pas remarquer le chemin parcouru. C'est le cadeau de l'introspection. Elle vous donne une carte de votre monde intérieur. Tandis que d'autres cherchent la validation à l'extérieur, les personnes introspectives regardent à l'intérieur. Elles remarquent leur schéma émotionnel, leurs déclencheurs, leurs forces et leurs peurs. Et en se comprenant elles-mêmes, elles deviennent meilleures pour comprendre les autres. Ce n'est pas un hasard si de nombreux grands penseurs, artistes et philosophes étaient solitaires. Leurs idées ne venaient pas du bruit ou de conversations constantes. Elles venaient du silence. La solitude devient une sorte de salle de classe où les leçons ne sont pas écrites sur du papier, mais dans des moments d'immobilité. Et c'est dans ces moments de calme que l'intelligence émotionnelle prend racine. Lorsque vous passez du temps à réfléchir, vous apprenez à répondre au lieu de réagir. Vous reconnaissez quand vous projetez, quand vous êtes injuste, quand vous avez besoin de guérir. Ce type de conscience crée le calme, l'empathie et la sagesse, des traits difficiles à développer dans le chaos constant de la vie sociale. Une jeune amie m'a dit un jour qu'elle détestait être seule parce que cela la faisait trop réfléchir. Mais la vérité, c'est précisément pourquoi la solitude est si puissante. Elle vous force à vous confronter, non pour vous punir, mais pour grandir. Car personne ne peut vous guider vers la conscience de soi, à part vous-même. L'introspection transforme la solitude en apprentissage. Elle transforme le silence en force. C'est ce qui permet aux personnes, souvent seules, de rester équilibrées, réfléchies et résilientes, même dans les moments difficiles. Et de cette profonde compréhension de soi émerge le trait final et peut-être le plus puissant, la croissance. La croissance est ce qui lie tout le reste. Lorsque vous vivez de manière authentique, que vous êtes indépendant, que vous choisissez avec sagesse et que vous réfléchissez profondément, vous évoluez inévitablement. Vous devenez quelqu'un qui voit la vie différemment, non pas de la surface, mais d'une perspective plus élevée. La croissance ne se produit pas dans le confort. Elle vient souvent de la résistance, de l'apprentissage à affronter l'inconfort au lieu de l'éviter. Le philosophe romain Sénèque a écrit que la résistance est une opportunité pour la vertu.
C'est exactement ce qui se produit lorsqu'une personne passe de longues périodes seule. Ce que d'autres pourraient appeler l'isolement devient un terrain d'entraînement pour la force, la clarté et la maturité. C'est comme gravir une montagne. Là-haut, l'air est plus rare et le chemin est plus difficile, mais la vue, la compréhension que vous en retirez est incomparable à tout ce que l'on peut voir depuis la vallée. Les personnes qui vivent dans la solitude voient souvent le monde de cette façon. Elles remarquent des connexions que les autres manquent. Elles développent la patience, la compassion et la gratitude pour les plus petites choses. Un homme nommé Grégory l'a décrit magnifiquement. Après avoir pris une retraite anticipée et déménagé dans une ville tranquille au bord de la mer, il a dit qu'il comprenait enfin la différence entre exister et vivre. Quand j'étais jeune, a-t-il dit, j'étais entouré de gens, mais je ne me connaissais pas vraiment. Maintenant que je passe plus de temps seul, je vois les choses clairement, les couleurs du coucher de soleil, le bruit des vagues, même le rythme de mon propre cœur. C'est comme si je m'étais enfin réveillé. Voilà à quoi ressemble la croissance. Un éveil. C'est réaliser que la solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est là que la sagesse mûrit, que les blessures émotionnelles guérissent et que l'esprit se renforce. Les personnes qui suivent ce chemin portent souvent une dignité tranquille. Elles ne se précipitent pas. Elles ne sont pas en compétition. Elles n'en viennent pas. Elles comprennent que la vie n'est pas un concours de popularité, mais un voyage vers l'épanouissement intérieur. Et la plus belle partie de cette transformation, c'est qu'elle ne les rend ni amères ni fermées. Au contraire, les personnes qui grandissent à travers la solitude deviennent souvent plus douces. Elles cessent de juger durement les autres car elles comprennent à quel point chacun lutte intérieurement. Elles écoutent plus, réagissent moins et inspirent les autres simplement par leur sérénité. Leur présence a un effet apaisant, le genre qui vous fait sentir en sécurité, même en silence. Car quand quelqu'un a passé suffisamment de temps seul, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Sa paix parle plus fort que ses mots, ce qui nous ramène à notre point de départ. L'idée que ne pas avoir beaucoup d'amis n'est pas une faiblesse. Cela peut être le reflet de la force, de la sagesse et de la croissance. Cela signifie que vous avez choisi la qualité plutôt que la quantité, la vérité plutôt que la popularité, et la paix plutôt que le bruit. Alors, si vous vous demandez parfois pourquoi votre cercle est si restreint, respirez profondément et rappelez-vous que ce n'est peut-être pas parce que vous avez échoué à vous connecter, mais parce que vous avez appris à vous connecter de manière plus significative. Peut-être êtes-vous comme Richard, qui a trouvé la paix dans l'authenticité. Peut-être comme Emma, qui a découvert l'indépendance dans la solitude. Ou comme Clara, qui a appris à être sélective avec son cœur. Peut-être avez-vous trouvé votre reflet comme Helen, ou votre sagesse comme Gregory. Chacune de ces personnes avait moins d'amis que la plupart des gens, et pourtant, chacune portait en elle quelque chose de bien plus riche. La connaissance de soi, l'équilibre et une sorte de bonheur tranquille qui n'a pas besoin d'être vu pour être réel. En fin de compte, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis mènent souvent des vies plus profondes. Elles savent qu'être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. Elles ont construit un monde en elles-mêmes, un monde fort, calme et plein de sens. Alors si ce message résonne en vous, si vous reconnaissez des bribes de vous-même dans ces histoires, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous appartenez à une catégorie d'âmes rares qui choisissent la conscience plutôt que la conformité. Vous avez appris que votre valeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous entourent,
mais à la profondeur de votre connaissance de vous-même. Et cela, c'est quelque chose d'extraordinaire.